Bonjour, aujourd'hui on va faire l'introduction aux microprocesseurs et aux microcontrôleurs. Ce qu'on va surtout faire, c'est voir rapidement c'est quoi et c'est quoi les similitudes et les distinctions entre les deux. Le plan de la présentation, on va commencer par faire le tour des acronymes que vous connaissez ou pas. On va voir c'est quoi le microprocesseur, le microcontrôleur. Dans le microcontrôleur, on va aller voir c'est quoi l'architecture globale du microcontrôleur, les principaux boîtiers qu'on rencontre, les fonctionnalités qu'on rencontre. Ensuite, on va s'attarder à la série AVR de Atmel, naturellement parce que c'est celle que vous avez déjà utilisée peut-être sans le savoir, et c'est celle qu'on va continuer à utiliser dans nos laboratoires. On va voir le ATmega 328 parce que vous le connaissez déjà un peu. C'est celui qui est utilisé dans le Arduino Uno. Ensuite, on va voir le ATmega 32U4 qui lui est sur le Arduino Micro qu'on va utiliser cette session-ci. Finalement, on va faire un comparatif entre les deux microcontrôleurs. On va ensuite s'attarder plus à la carte du Arduino Micro qui contient le ATmega 32U4 pour voir pourquoi est-ce qu'on choisit cette carte-là en particulier pour faire nos laboratoires. Bon, si on fait le tour des acronymes, il y en a vraiment beaucoup, hein. On peut appeler ça la soupe aux acronymes, ce métier-là. Donc, on a les IC, CPU, ALU, RAM, ROM, SPI, PWM, I2C, TWI, RISC, CISC, DIP, BGA, SOIC, BGA, PGA, DMA, UART, USART, TQFP, CMOS, TTL, PLL, IoT, ISO, donc ISO, IEEE, MISO, MUSI, CS, SCL, SDA, ADC, USB, POR, BOD. Donc rapidement, ça peut nous rendre un peu confus, toute cette histoire-là. Donc on va essayer de faire un peu le ménage là-dedans. Dans le cours d'aujourd'hui et les cours suivants, on va voir tous ces acronymes-là et leur donner un sens. On va commencer par le microprocesseur. Donc c'est quoi un microprocesseur? Donc la définition stricte, c'est puce électronique programmable qui regroupe un processeur et ses principaux éléments euh, dans ce qu'on appelle normalement le CPU pour Central Processing Unit. On va mettre à l'intérieur d'un boîtier, les boîtiers on les appelle les IC là, pour Integrated Circuit. Bon, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, ces principaux éléments là, auxquels on fait référence, c'est l'unité de contrôle, donc le CU, Control Unit, avec l'unité arithmétique et logique, donc le ALU, qui s'occupe de faire les calculs si on veut, et finalement les registres. Si on veut simplifier un peu, on pourrait dire que le processeur, c'est comme le cerveau un peu d'un système, donc qui va permettre de faire tout ce qui est les analyses, les calculs et les prises de décision vont se faire au niveau du CPU. Maintenant, si on regarde un peu l'architecture interne du CPU, c'est quoi qu'on va retrouver de façon principale? L'unité principale, donc l'unité de contrôle, dans laquelle on va retrouver un séquenceur qui, lui, va exécuter des commandes, donc il va recevoir à partir du registre d'instructions, qui, lui, est déterminé par le programme counter, donc ici PC. Donc, inquiétez-vous pas, ces éléments d'architecture-là, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus tard dans la session, comme je l'avais déjà expliqué. Parce que, au fond, ce qu'on veut, c'est s'habituer au langage, s'habituer au concept, puis ensuite, on va revenir sur ces principes-là pour voir des fois des avantages au niveau des performances. Bon, le séquenceur, lui, ben, il est cadencé par une horloge. Bon, l'horloge, c'est normalement ce qui va faire un peu la différence à la vitesse d'exécution. Naturellement, il y a des limites physiques, mais plus notre horloge elle est rapide, habituellement, plus notre unité de contrôle elle est rapide. Donc, par exemple, si j'ai un système qui est animé par une horloge de 1 MHz, ben, je peux faire 1 million d'instructions, théoriquement, là, par seconde, alors que si j'en ai un de 1 GHz, ben, je peux faire 1000 millions d'instructions dans une seconde. Ok? Donc, ça nous donne une idée de l'ordre de grandeur.
Nous, souvent, quand on va référer au processeur, on va parler de nos processeurs dans nos PC peut-être. Donc, on va référer au i7, i5 ou AMD, dépendamment du choix que vous avez fait au niveau de la technologie. Puis ça va être en gigahertz. Nous, ce qu'on va utiliser là, dans le cours, c'est des processeurs beaucoup plus lents qui sont à l'intérieur des microcontrôleurs, qu'on va voir tantôt. Et eux, ben, c'est plus dans les mégahertz qu'on va animer ça. Donc si je continue, un des éléments très importants à l'intérieur de notre CPU, c'est l'ALU, donc l'unité de calcul logique, qui, elle, va être alimentée par des registres, donc des registres qui sont, donc les valeurs sont contrôlées par le séquenceur, donc il va aller prendre des valeurs en mémoire, les emmener dans ces registres-là, obtenir la sortie et prendre des décisions ou effectuer des opérations en fonction des résultats obtenus. Donc, si on veut, c'est ça l'idée de l'architecture principale. Naturellement, quand je disais dans les cours plus loin, on va revenir là-dessus et aller plus en détail. Donc, comme on disait, en mots simples, le microprocesseur, c'est un CPU qu'on a mis dans un circuit intégré. Le microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur, c'est comme un étage supplémentaire. Donc, c'est quoi un microcontrôleur? Donc, un microcontrôleur, c'est un système informatique complet qui est à l'intérieur d'un circuit intégré. Dans le microcontrôleur, on va retrouver un microprocesseur. Donc, un englobe l'autre dans ce cas-ci. Sauf que notre microprocesseur lui-même, il n'arrive pas à interagir avec son environnement. Puis c'est la différence avec le microcontrôleur. Le microcontrôleur, lui, va pouvoir interagir avec l'environnement. Donc, une des choses qu'on lui ajoute au microprocesseur, c'est de la mémoire, parce que la mémoire interne est souvent très petite. C'est très cher faire la mémoire très rapide dont a besoin l'unité de calcul à l'interne. Et naturellement, on va interconnecter ça avec une mémoire externe. Donc, pour l'oscillateur, l'oscillateur, c'est lui qui va nous permettre d'animer notre CPU. Donc, c'est lui qui va fournir, au fond, le signal d'horloge à notre CPU. L'oscillateur, il peut être interne ou externe. La plupart du temps, les microcontrôleurs récents fournissent des oscillateurs internes qui sont plus ou moins précis. Puis quand on veut plus de précision ou des fois des cadences plus élevées, on va ajouter un cristal externe ou un oscillateur externe. Et finalement, on a les interfaces d'entrée-sortie qui vont nous permettre de s'interfacer avec l'environnement physique à l'extérieur. Donc, on va voir, il y a différents types d'interfaces. Les plus communes, celles que vous avez déjà utilisées, c'est les entrées numériques où vous pouvez allumer une LED par exemple ou lire un bouton. C'est des choses qui sont possibles grâce aux interfaces d'entrée-sortie. Les principaux boîtiers qu'on va rencontrer au niveau des microcontrôleurs. Donc le DIP que vous avez vu sur votre carte Arduino Uno, c'était un chip DIP. Le SOIC qui est un autre format qu'on va rencontrer. Le QFP, lui au fond c'est à cause de ses quatre côtés qui fait en sorte qu'on l'appelle quad. Vous donner les définitions par après. Le PGA, le BGA. Donc PGA, c'est pour les pins. Donc on a plein de pins, mais vraiment partout en dessous, pas juste en périphérie. Pour l'instant, tous ceux qu'on a en haut, c'est des pins qui sont en périphérie. Là. Sur les côtés, même chose. Mais le PGA puis le BGA, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont des pins partout. Donc on peut augmenter le nombre de pins là, pour la même surface du circuit intégré. La différence entre le PGA et le BGA, il y en a un qui en dessous, c'est juste des petites boules, alors que lui, c'est des pins. Finalement, il y a le MLP qui, lui, on a les pins en périphérie, comme on peut voir, mais sont vraiment juste en dessous et ils sortent pas. C'est une autre façon de faire. Ça permet d'obtenir des boîtiers plus petits. Ici, vous avez une liste de définitions. Donc, le DIP, c'est Dual Inline Package. SOIC, c'est Small Outline Integrated Circuit. Le QFP, Quad Flat Package, qu'on a ici. Puis le TQFP pour Tin, donc dépendamment de l'espacement entre les pins, vous allez avoir du QFP ou TQFP. Ensuite, le PGA pour Pin Grid Array, puis le BGA pour Ball Grid Array
les deux qui sont ici, et finalement le MLP pour Micro Lead Frame Package. On y en a quelques autres, mais ça, c'est les principaux. Ceux que nous, on va beaucoup voir dans les technologies plus basses, ben, c'est le DIP, le SOIC, puis le TQFP, et on voit de plus en plus apparaître les MLP là, dans cette catégorie-là. Dans vos projets, vous allez sûrement manipuler ce genre de circuit intégré-là. Les PGA et les BGA, mais ça c'est plus gros, c'est habituellement justement les processeurs d'ordinateur qui vont être là-dessus. Les fonctionnalités des microcontrôleurs. Donc, les microcontrôleurs ont différentes fonctionnalités. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a tant de familles, tant de catégories. C'est ce qu'on avait appelé les fonctionnalités, c'est au fond des services ou des capacités qu'ont les microcontrôleurs. Puis on va faire la liste des principales qu'on va rencontrer. Donc, les circuits d'entrée-sortie, naturellement, ça c'est le minimum qui va nous permettre d'interagir de façon numérique. De créer des 0,5 volts par exemple pour un microcontrôleur qui sera alimenté 0,5 volts. Le CAN, pour convertisseur analogique à numérique, on va plus se référer au terme ADC pour Analog to Digital Converter. Ben, la raison, vous allez le voir plus loin, là, le CAN, entre autres, ben, il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle aussi CAN, donc c'est le fun pour les distinguer, mais aussi parce que les gens par habitude vont utiliser le terme anglais. Donc le ADC, c'est la conversion, on va le voir plus tard, de l'analogue vers le digital, hein, ce qui va permettre à notre microcontrôleur, par exemple, de lire la valeur d'un potentiomètre. Donc il varie, lui, entre 0 et 5 volts, et qui n'est pas juste 0 et 5 volts. C'est un ou l'autre. Le ADC lui va permettre d'aller lire entre les deux. Le CNA, pour convertisseur numérique à analogique, qu'on va appeler communément le DAC, donc Digital to Analog Converter, lui, c'est le contraire du CAN ou de l'ADC. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va permettre à notre microcontrôleur de créer des signaux analogues. Parce que normalement, soit qu'on impose un 0 ou un 5 volts. C'est le type d'entrée-sortie les plus communes qu'on va avoir sur un microcontrôleur. Dans certains cas, on voudrait générer un signal qui va varier ou des signaux qui sont situés entre 0 et 5 volts. Et là, ça va nous prendre un convertisseur pour le faire. Les sorties à modulation de largeur d'impulsion, communément appelées les PWM, pour Pulse Width Modulation, c'est une autre façon de faire des signaux analogiques souvent qu'on va utiliser, mais ce qu'on va faire, c'est que c'est un signal dont l'impulsion va varier. Donc, la partie haute, par exemple, va varier. Donc, si on est, par exemple, la moitié du temps à 5 volts, l'autre moitié à 0, on va se ramasser avec ce qu'on appelle un duty cycle de 50%. Puis si on fait l'intégration de ça, donc si on l'utilise à travers un système qui, lui, ne se rend pas compte de cette variation-là, comme par exemple une LED, ben on peut faire changer, par exemple, l'intensité d'un LED sans avoir vraiment à utiliser un convertisseur numérique analogique qui est beaucoup plus coûteux. Donc, juste en jouant avec la durée de l'impulsion, on peut changer l'intensité d'un LED. Donc, ça fait l'équivalent d'une variation analogique, mais avec un signal fondamentalement numérique. On va tout voir ça plus tard, inquiétez-vous pas. Le comparateur analogique, donc lui, il va nous permettre de faire la comparaison entre des valeurs analogiques, donc par exemple une entrée qui va varier entre 0 et 5 volts, et soit une référence interne, soit une autre référence à l'externe. Donc on va pouvoir comparer deux signaux de façon analogique, et naturellement, nous, on va détecter plus grand ou plus petit, donc 1 ou 0, à l'intérieur de notre microcontrôleur. Il y a certaines applications pour lesquelles c'est très pratique, par exemple surveiller la tension d'une batterie sans avoir à lire systématiquement la tension de la batterie, mais on peut détecter que la batterie est trop basse puis déclencher un mécanisme, par exemple. Bon, les compteurs et minuteurs, ça va être extrêmement pratique, par exemple si on veut se faire une horloge, si on veut compter certains événements ou si on veut valider certains éléments sur une base de temps. Par exemple, aller lire la batterie à toutes les minutes, parce que naturellement, la batterie, ce n'est pas quelque chose qui va changer de façon instantanée. Donc, d'aller lire tout le temps la batterie, ça serait inutile. On pourrait dire, ben, je vais aller la lire à toutes les minutes, ce qui serait dans bien des applications suffisant. Même chose des fois pour surveiller la température. On n'ira pas lire la température très très rapidement parce que ce n'est pas quelque chose qui change rapidement. Les circuits de communication, mais ça, il y en a une grande variété. Celui le plus utilisé, c'est le UART
ou UART, dépendamment de la façon dont il est fait à l'intérieur. Donc pour Universal Synchronous, pour Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Donc, dans certains cas, il est possible de faire avec cette unité-là de la communication synchrone ou asynchrone. Donc, souvent, ils sont asynchrones seulement, mais dans certains cas, on peut l'utiliser aussi de façon synchrone. C'est ce qui va nous permettre de faire la communication Siri, par exemple. C'est une de celles qu'on va utiliser dans nos laboratoires cette session-ci. Ensuite, vous avez le I2C ou IIC pour Integrated Circuit, qui va être aussi appelé d'autres noms, dépendamment des technologies. Dans AVR, ils vont appeler ça le TWI pour Twin Wire Interface. Donc, c'est la même chose. On va voir exactement ce que c'est, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de communiquer sur deux fils, mais avec plusieurs modules, alors que le UART va nous permettre de communiquer en deux modules seulement. Le SPI pour Serial Peripheral Interface, lui aussi va nous permettre de communiquer avec plusieurs modules à la fois, mais on va voir, c'est au coût d'ajouter une broche à chaque fois qu'on ajoute un module. Finalement, le USB pour Universal Serial Bus que vous connaissez et avez sûrement déjà utilisé. Et on en vient au CAN bus. Donc, le CAN bus est un bus de communication qui est utilisé surtout en automobile. Puis bon, CNA, c'est Controller Area Network. Donc, c'est tout le temps un peu mélangeant pour les gens de dire ah, as-tu un CAN sur ton microcontrôleur? On peut penser que vous parlez du CAN bus. Donc, c'est pour ça que dans le cours, moi, je préfère qu'on utilise ADC et DAC pour parler de nos convertisseurs. Cette session-ci, on ne les utilisera pas. On va parler des concepts, mais on ne les utilisera pas. C'est la session prochaine qu'on va voir ça. Puis le CAN bus, on ne le voit pas dans le cours, donc on ne veut pas mélanger, mais vous pourriez en avoir besoin, par exemple, en troisième année dans vos projets. Et finalement, bon, les interruptions qui vont nous permettre de réagir directement, instantanément ou presque à des événements, comme par exemple la réception d'une donnée ou quelqu'un qui appuie sur un bouton, un changement quelconque. Donc, les interruptions, on va voir, ils peuvent réagir à différents événements, que ce soit une horloge, des données reçues ou des changements sur nos pins. Ici, on a un exemple d'architecture pour un microcontrôleur. C'est l'idée de base, puis c'est celle qu'on va retrouver dans la plupart des microcontrôleurs, mais c'est d'une façon réduite, donc on va voir, c'est quand même beaucoup plus complexe, même pour les petits microcontrôleurs qu'on utilise. Donc, à la base, au centre, on retrouve notre microprocesseur, le CPU, communément appelé le CPU, qui va être relié avec de la mémoire, comme on avait parlé tantôt, où on va retrouver des différents types de mémoire, soit RAM, soit ROM. Les oscillateurs qui vont nous permettre de cadencer le microprocesseur. Les compteurs et minuteurs qui vont être associés aussi au CPU et qui vont permettre d'être reliés à différents modules, comme par exemple les entrées-sorties, les bus de communication, UART, ici SPI, puis I2C étant les plus communs qu'on va retrouver. Et finalement, les interfaces d'entrée-sortie qui nous permettent d'interagir avec les broches vers l'extérieur. Normalement, les signaux à l'interne sont de faible intensité. Donc, les tensions sont faibles, puis les courants en jeu sont faibles aussi. Vu que les transistors sont très petits, ça ne prend pas beaucoup de courant. Vous serez incapable d'interagir vraiment avec le monde extérieur ou circuit intégré. C'est pour ça qu'on va avoir besoin des interfaces d'entrée-sortie. Donc, ils vont permettre, c'est comme une barrière de gros transistors qui, eux, vont permettre d'augmenter les tensions et les courants d'entrée et sortie aussi, dans les deux cas. Alors, ATVR, c'est un terme commercial qui est utilisé par Atmel, qu'on va retrouver dans plusieurs des séries on va utiliser. Et ça va désigner l'architecture type des processeurs pour différents microcontrôleurs. Donc, dans la série AVR, il y a beaucoup de déclinaisons différentes. Et on va voir celle qu'on va utiliser. Nous, c'est la VR de 8 bits. Et il y a plusieurs variantes là, au niveau du nombre de bits possibles. Donc, les principales caractéristiques pour la série AVR 8 bits que nous, on va utiliser. À l'interne, c'est l'architecture Harvard 8 bits RISC. RISC, c'est pour Reduce Instruction Set Computer.
Donc, c'est une façon de faire l'architecture interne là, au niveau des commandes qui sont échangées, donc les instructions qui sont données, sont tout le temps simples. Et on va voir, quand on va voir le cours sur les architectures, que ben, ça a certains avantages et certains inconvénients. L'architecture RISC, c'est celle qu'on va souvent rencontrer dans les petits microcontrôleurs. Il dispose à l'interne de 36 registres de calcul. Dépendamment du microcontrôleur, ben, il y a de 90 à 135 instructions qui sont possibles. Donc, les instructions, ça peut être add, ça peut être des jumps, donc dépendamment de ce qu'on a besoin de faire. Donc, il y a 135 instructions qui sont possibles de faire là, à partir du jeu d'instructions disponible. Il y a un pipeline qui va permettre d'exécuter une opération par cycle d'horloge. Ça, c'est une chose qui est intéressante avec les AVR parce que quand on va dire ben, j'ai un 20 MHz, donc j'utilise 20 MHz, on peut vraiment penser qu'on va faire 20 millions d'instructions par seconde. Donc, ce qui n'est pas le cas de toutes les architectures. Si on regarde l'architecture PIC de Microchip, ben, eux, c'est souvent, il fallait le diviser par 4, dépendamment de la façon dont c'était fait à l'intérieur. Donc, ça pouvait, puis ça variait d'une opération à l'autre. Donc, c'était plus difficile peut-être de prévoir dans certains cas les temps d'exécution de certaines parties de programme. Donc, sauf qu'il y a quelques exceptions parce que ben, il y a les sauts de mémoire et les accès en mémoire qui peuvent varier au niveau du temps d'opération. On va tout voir ça maintenant, on va faire des espèces d'analyse de certaines façons de faire ces accès-là, justement. C'est optimisé pour les codes qui sont en C, puis aujourd'hui, avec les compilateurs qu'on a, c'est vraiment rendu efficace. Bon, les périphériques sont accessibles via la SRAM. La SRAM, ben, c'est un autre acronyme, donc Static Random Access Memory, qu'il faut distinguer de la DRAM. La DRAM pour Dynamic Random Access Memory, qui va être réalisée à partir d'un condensateur et d'un transistor qui a besoin d'être rafraîchi périodiquement. Donc, c'est ce que vous achetez habituellement dans vos SIM de mémoire à l'intérieur des ordinateurs. C'est ce type de mémoire-là. La SRAM, elle, c'est Static Random Access Memory, qui est réalisée à partir de transistors et qui n'a pas besoin d'être rafraîchi. On va jeter un œil sur le ATmega 328 qui est présent sur votre Arduino Uno. Si on regarde ici à droite, on peut voir ben, toutes les caractéristiques principales. Donc la flash, qui est la dimension là, de l'espace mémoire dans laquelle on peut mettre le programme. Donc vous avez 32 kilooctets de mémoire pour mettre les instructions. La RAM, qui est utilisée pour mettre tout ce qui est les variables dans votre programme, vous avez 2 kilooctets de mémoire RAM. Vous avez aussi de la mémoire EEPROM. Donc, cette mémoire-là, c'est de la mémoire qui va rester à partir du moment où vous allez éteindre le microcontrôleur, tandis que ce qui est dans la RAM va disparaître. Donc, l'avantage du EEPROM, par exemple, on pourrait mettre à l'intérieur de cette mémoire-là tout ce qui est certains événements, par exemple, à l'intérieur de ça. Donc, je donne un exemple. Mettons, on fait un système d'alarme. Il y a des alertes qui arrivent, puis éventuellement, on perd l'électricité. Donc, tout ce qui était mis dans la RAM va être perdu. Mais si on a mis dans le EEPROM les alertes et la cause de l'alerte, mais même quand on va le ramener, le système, avec, par exemple, en remettant l'alimentation, ben, dans le EEPROM, on va pouvoir lire c'est quoi là, qui s'est passé. Bon, la vitesse maximum qu'on pouvait avoir, c'était 20 MHz. Le nombre d'entrées-sorties qu'on avait, c'était 23. Les minuteurs, on avait une variété là, de 8 bits et 16 bits. Donc, on avait 2 minuteurs de 8 bits, un minuteur de 16 bits. Donc, ça, c'est tous des éléments là, que naturellement, vous avez plus ou moins eu conscience parce que vous avez utilisé Arduino IDE pour faire vos programmes. Puis, à l'intérieur de ça, donc lui, des fois, il utilise ces caractéristiques, ces fonctionnalités-là, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y avait aussi bon, l'ADC à l'intérieur, pour lequel on avait 6 canaux, puis la grandeur maximum des conversions, c'était de 10 bits. Donc, on a une résolution de 10 bits sur nos conversions. Encore une fois, ben, ça ici, vous en êtes plus ou moins rendu compte parce que vous autres, vous avez utilisé, par exemple, des fonctions déjà faites pour aller lire les valeurs analogiques. Au niveau de la communication, il y a un USART
un SPI, puis un TWI, là, qui est le I2C. Finalement, dans les autres caractéristiques, on a le debug wire qui permet de faire du debugging. Ça, c'est une méthode de débogage pour les concepteurs qui n'est pas accessible à partir de Arduino IDE, puis qui est quand même assez limité. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'il utilise seulement qu'un seul fil, donc pour réussir à faire cette opération-là. Ensuite, il y a l'oscillateur interne qui permet, je pense, d'aller à 8 MHz pour ce chip-là. Le Power On Reset, donc le POR, qui fait en sorte que lui, il gère quand que la tension va revenir, ben, il va gérer comment à l'interne ça va revenir pour éviter que pendant un certain temps, il soit instable. Donc, en fait, il va tenir sa pin reset baissée à l'interne de façon à ce que le système ne devienne pas actif pendant cette mise sous tension-là. Donc, ça évite la corruption de nos données à l'interne. Les watchdogs qui permettent de faire différentes sortes de vérifications, comme par exemple s'assurer qu'on n'est pas pris dans une boucle infinie. Donc, si on avait par exemple créé un while qui ne peut pas sortir, donc une boucle qui ne peut pas sortir, le watchdog, si on l'utilise, il va faire en sorte que le système va redémarrer. Donc, ça se peut dans certains systèmes que, par exemple, une suite d'opérations mène dans une boucle infinie. Soit parce qu'il y a eu la corruption de données ou parce que le code est mal fait. Dans les deux cas, ben, le watchdog va permettre de réinitialiser le système de façon automatique. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Le Brownout Detection, donc le BOD, qui lui va permettre de détecter, par exemple, parce que la tension d'alimentation est rendue trop basse. Et pour éviter qu'il se mette à osciller, donc par exemple, si on est alimenté par une batterie, puis que nous, on ne veut pas que le système continue de fonctionner si la tension descend en bas de 3,2 volts, parce que c'est dangereux pour la corruption des données à l'interne, on pourrait dire en bas de 3,2 volts, tu vas tomber en protection. Donc, tu arrêtes de fonctionner et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas, par exemple, au-dessus de 4,1 volts. Pour éviter justement que quand on enlève la charge sur la batterie remonte légèrement, puis que là, on se mette à osciller on-off, on-off, on-off de façon infinie. Donc, le Brownout Detection lui permet de faire ça. Premièrement, de se mettre soi-même hors circuit et en plus d'éviter l'oscillation on and off. Les comparateurs, donc il y avait des comparateurs à l'interne, comme je disais tantôt, qui nous permettent de comparer soit entre deux broches ou entre une broche et une valeur à l'interne. Par exemple, une valeur de référence qu'on a à l'interne. Et bon, comme je viens de dire, il y a une référence aussi à l'interne. On peut tout voir ça. Donc ça ici, c'est une façon de décomposer l'information. Puis on peut voir aussi comment c'est interconnecté si on regarde le schéma qui est à côté ici. Ici en haut, on a le Watchdog Timer, qui lui, comme je disais tantôt, va faire en sorte que éventuellement, si jamais on n'a pas changé l'information à l'intérieur pendant un certain temps, donc parce qu'on est par exemple pris dans une boucle infinie, le système va redémarrer. C'est une fonctionnalité qu'on n'est pas obligé d'utiliser en passant. Donc au départ, nous, on ne va pas l'utiliser d'ailleurs. Ensuite, on a l'information sur le debug wire qui est ici, notre CPU centrale auquel est associée la flash, donc la mémoire dans laquelle vont être toutes les instructions de notre programme, donc ce qu'on va coder, la SRAM dans laquelle il va mettre les informations temporales, donc nos variables par exemple vont être contenues là. On a notre bloc de EEPROM qui est ici, qui est séparé. Dans certains cas, il y a certains CPU qui vont faire en sorte qu'ils vont nous annoncer de la EEPROM, mais en réalité, c'est une espèce de manœuvre par laquelle il va utiliser sa flash, qui est une autre sorte de mémoire qui contient l'information. Donc, à la fin, quand on éteint le CPU, ben, on enlève l'alimentation, l'information qui est dans la flash, elle reste présente. Donc, on n'a pas besoin de télécharger notre programme à chaque fois. Il reste tout le temps dans notre microcontrôleur. Il y a des façons de faire pour faire en sorte qu'on peut mettre des valeurs aussi à l'intérieur de la flash. Donc, dans certains cas, dans certains CPU entre autres, il n'y a pas de EEPROM, mais on peut aller écrire dans la flash. On continue vers le bas. Donc ici, on a des éléments que vous avez peut-être eu connaissance. Donc les ports C, port B et port D. Donc les ports dans les AVR sont souvent organisés par 8 bits. Ici, par exemple, on n'avait pas les 8 bits de disponibles. Donc, on a juste 7 des bits disponibles sur le port C, donc qui s'en vont vers l'extérieur. Donc, le registre est de 8 bits, mais les pins interfacés vers l'extérieur, il n'y en a seulement que 7. Donc, ici, on a 8, 8 et 7.
On a aussi, bon, on peut voir le Twin Wire qui est connecté sur le port C, le SPI qui est connecté sur le port B, puis le UART qui est connecté sur le port D. Donc si on regardait sur le pinout, on verrait que le UART, les pins qui sont TX et RX par exemple, étaient sur le port D. Ensuite, on a nos timers, nos compteurs. Donc ici, on a timer 0, timer 2 qui sont des 8 bits. On a timer 1 qui était un 16 bits. On a notre comparateur analogique. Et ensuite, on a notre convertisseur analogue digital qui peut être, qui peut utiliser comme référence soit AVCC, on va voir, c'est une pin qui est envoyée vers l'extérieur, soit une référence analogue ou même une référence interne. Ici, on peut voir, les 6 sont connectés avec le port C. On peut voir que la conversion analogique vers numérique se faisait par le port C sur le ATmega 328. Maintenant, le ATmega 32U4. Tout de suite, premier coup d'œil, on le voit, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, puis c'est parce qu'on a plus de fonctionnalités. Pas pour rien qu'on prend ce module-là. Il va nous offrir des fonctionnalités supplémentaires, dont la principale, c'est le USB. Donc, dans le Arduino Uno, vous aviez la fonctionnalité USB, mais en réalité, elle utilisait le port de communication série à travers un autre circuit intégré, qui était en fait un ATmega 16U4, qui était sur votre carte d'Arduino Uno. Naturellement, si vous êtes payé une version compatible ou une version réelle du Arduino Uno, il y a certaines versions chinoises qui avaient un autre chip pour la communication USB, mais en général, on retrouvait le ATmega 16U4, qui est comme le petit frère du 32U4, qui lui était utilisé juste pour faire la communication USB vers l'ordinateur. Donc, il permettait de faire le téléchargement, par exemple, ou la communication de certains messages vers l'ordinateur via le port USB. Dans notre cas à nous, sur l'Arduino Micro, on n'aura pas de chip supplémentaire, donc tout se fait directement par le ATmega 32U4. Le bénéfice qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir plus de fonctionnalités USB qu'on va pouvoir voir à l'hiver, mais aussi, ça va faire en sorte que ça dégage notre port série, parce que le fait que notre port série était relié vers le port USB, ça faisait en sorte qu'on n'avait pas ce port série-là pour faire d'autres choses, comme par exemple utiliser un radio Bluetooth, comme on va vouloir utiliser cette session-ci. On va maintenant regarder d'un petit peu plus proche l'architecture. Une des premières fonctionnalités super intéressantes aussi pour le ATmega 32U4, c'est le fait qu'à l'intérieur, il y a un JTAG. Bon, le JTAG, c'est pas quelque chose qu'ils vont mettre sur les plus petits microcontrôleurs. Donc, la version 32U4, c'est les premiers où le JTAG commence à apparaître. Souvent, ils vont avoir à la place le debug wire, qui est un seul fil, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités que le JTAG. Donc, le JTAG étend beaucoup les fonctions de débogage, et c'est celui-là qu'on préférait utiliser avec vous. Donc, on va utiliser le JTAG qui permet de faire du on-chip debug. Donc, c'est super intéressant. On va tout voir ça plus tard dans la session. On a ici un port F qui est numéroté de 0 jusqu'à 7. Donc, on a nos 7 pins. Du côté du port C, on a PC6, PC7. Donc, on a deux pins qui sortent à l'extérieur du port C seulement. Il y a aussi une calibration automatique de l'oscillateur. Donc, c'est important d'avoir un oscillateur quand même assez bien calibré qui va utiliser, nous, en fait, on va utiliser le cristal externe, un cristal externe pour osciller notre système. On aurait pu utiliser aussi un cristal interne. Mais c'est important d'avoir un bon signal, une bonne référence au niveau de la fréquence parce que naturellement pour la communication USB, c'est important d'être sur les bons timings. Justement, pour la communication USB, nous à l'extérieur, on va avoir un 16 MHz, mais la communication USB fonctionne à 48 MHz, donc à la base. Donc on va avoir besoin de ce qu'on appelle un PLL pour un Phase Lock Loop qui permet de prendre par exemple une horloge à 16 MHz et de la multiplier, qui va nous permettre de faire du 48 MHz vers notre sortie.
On a aussi un capteur interne de température qui permet de détecter la température du circuit intégré et de son environnement direct là, sur le boîtier. Pour les autres fonctionnalités, donc on a le port E, le port B, le port D. Ici, on voit les numérotations 0 à 7, 0 à 7. Donc ça ici, ça nous dit qu'on a nos 8 bits par port. Et on a le port E, pour lequel on commence à PE2 jusqu'à PE6. Encore une fois, on a le SPI, on a un UART qui, comme on disait, on va pouvoir utiliser parce qu'il va être libre, étant donné que notre communication vers le USB peut se faire directement. Le comparateur analogique, ici, ben, on voit, ils ont illustré un petit peu plus en détail les éléments à l'interne. Donc, on voit notre unité logique arithmétique pour laquelle elle reçoit bon, des registres de calcul, son registre de statut à la sortie, puis des résultats, donc dans lesquels, parce qu'elle souvent retourne le résultat à l'intérieur des registres généraux, mais elle a aussi un statut de comment elle est rendue. Mais ça, c'est toutes des affaires qu'on n'ira pas très profondément. En fait, nous, on va le regarder beaucoup au niveau à un moment donné pour comprendre l'effet de nos fonctions. Donc, on va l'analyser au niveau des performances, mais inquiétez-vous pas, vous n'irez pas manipuler manuellement les registres à l'interne, au niveau des calculateurs. On va se libérer de cette tâche-là, on va utiliser directement de la programmation en C. Donc, ici, on va faire un comparatif entre le ATmega 32U4 et le ATmega 328. Du côté gauche, on a le 32U4. Du côté droit, on a le 328. Celui de votre Arduino Uno, celui qu'on va utiliser cette année. Au niveau de la flash, c'est égal. Les deux ont 32 kilooctets de mémoire pour le programme. On a au niveau de la SRAM un petit peu plus de mémoire du côté du 32U4. Donc, on avait 2K de mémoire SRAM dans le 328. On est maintenant à 2.5 kilooctets au niveau du 32U4. Les EEPROM étaient de la même dimension. La vitesse maximum, on a descendu. Donc, au niveau du 32U4, la vitesse maximum, c'est 16 MHz, celle qu'on va utiliser, alors que le 328 aurait pu monter jusqu'à 20 MHz, et je crois que c'était ce que vous aviez sur vos cartes. Le nombre d'entrées-sorties, on a 26 entrées-sorties sur le 32U4 et on a 23 entrées-sorties sur le 328. Mais, il y a un mais, dans notre cas, nous, on va utiliser le JTAG et on va voir que les pins JTAG, on doit les dédier. Donc, si on veut être capable de faire le débogage pendant que le circuit est fonctionnel, on va devoir dédier ces pins-là. Donc, on tombe en réalité à 22 qu'on va pouvoir utiliser. Au niveau du minuteur, on a un peu fait l'inverse. Donc, pour les minuteurs, on avait, dans le cas du 328, on avait deux minuteurs 8 bits et un 16 bits, mais là, c'est l'inverse. On a un minuteur 8 bits puis deux de 16 bits. Dans la réalité, ça ne change pas grand-chose, mais on va voir au niveau de la configuration, c'est un petit peu différent. Pour les ADC, on est passé à 12 canaux. Avant, on en avait 6, puis on garde la même résolution. Toujours 10 bits de deux côtés. Au niveau de la communication, on a USART, SPI, puis TWI comme on avait précédemment, mais on ajoute le USB, qui est un énorme gain, comme on a déjà dit, et comme on va pouvoir expérimenter, surtout à l'hiver. Donc cette session-ci, on va l'alimenter par le USB, fondamentalement, mais on va communiquer par le UART vers le PC. On va utiliser un câble spécial qui part des niveaux TTL pour la communication de type série USART et qui nous permet d'emmener ça vers du USB vers l'ordinateur. En fait, on revient à notre ancienne configuration. À l'hiver, on va faire des opérations directes sur notre USB. Et finalement, les autres fonctionnalités, avant, on avait 4 PWM. Maintenant, on en a 10 PWM de disponibles sur le ATmega 32U4. Ça va être très utile. Au niveau du JTAG, ben, avant, on avait le debug wired, maintenant, on a le JTAG. Puis le reste, c'est tout pareil. On avait toutes les mêmes choses. Le boîtier du 32U4, donc dans le 328, vous aviez le boîtier, il existe des boîtiers différents, mais vous aviez le boîtier DIP. Donc cette session-ci, on va utiliser le ATmega 32U4, puis son boîtier est un peu différent. Donc dans le Arduino précédent,
vous aviez un boîtier DIP, et cette année, on va avoir un boîtier QFP. On voit ici, vous voyez un peu. Maintenant, vous allez pouvoir jouer avec ça plus tard. Si on regarde au niveau des broches, donc on a 44 broches, mais on n'a pas 44 entrées-sorties. Il y a des broches qui sont supplémentaires qui sont utilisées, bon, ici pour la communication par exemple USB. Et les 4 qui sont ici, qui vont être utilisés, donc TCK, TMS, TDO et TDI, qu'on va utiliser pour notre communication avec notre JTAG, qui va permettre de télécharger le programme à l'intérieur de la puce et aussi de faire du débogage pendant que le programme roule, ce qui est super pratique. Finalement, bon, on a toutes nos pins, donc PE2. Puis ce qui est intéressant, à côté de chacune des broches, ben, vous avez les fonctionnalités principales qui sont là. Donc ici, on cherche par exemple PB4, mais on peut voir que PB4, ici, on pourra voir plus tard c'est quoi la fonctionnalité exacte, mais une de celles qu'on reconnaît tout de suite, c'est le ADC, hein, qu'on a discuté tantôt. Donc Analog to Digital Converter. Donc on peut faire de la lecture analogique sur PB4. C'est ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Si on cherche par exemple le SCL, MOSI, puis MISO, donc la communication SPI. Donc ici, c'est plus ou moins bien illustré. Vous allez voir, on a des schémas qui vont suivre dans le laboratoire 1 pour lesquels c'est un petit peu mieux illustré. Ici, c'est des erreurs de typo. C'est des erreurs d'impression qui viennent directement de la feuille de spécification. Sur PD2 et PD3, on a RxD1 et TxD1 qui est nos broches qui vont être utilisées pour la communication Siri UseArt. On a le SCL SDA qu'on va utiliser à l'hiver pour la communication I2C. Pareil pour le SPI en passant, c'est à l'hiver qu'on va faire ça. On a aussi des broches qui sont réservées pour la connexion au cristal. On a plusieurs fois les broches d'alimentation qui reviennent. Donc ici, on voit le VCC, GND, 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 AVCC, donc AVCC qui est vraiment réparti à deux endroits. Il y a des raisons pour ça là, au niveau de la façon dont c'est distribué à l'intérieur. Des fois aussi, c'est pour permettre une répartition de la puissance. Si on jette un coup d'œil sur notre carte Arduino Micro qu'on a utilisée cette année, donc le format DIP 34 pins, c'est un des éléments naturellement qui a aidé beaucoup à la décision d'utiliser cette carte-là. Parce ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire nos montages. Donc on peut directement le mettre sur nos cartes de développement pour faire nos montages. C'est beaucoup plus facile que d'avoir la carte avec des fils qui pendouillent d'un bord à l'autre pour faire un autre montage. Il y a 34 pins, naturellement, là, précédemment, on a vu qu'il y avait 44 pins au boîtier pour le ATmega 32.4 qui est ici. Ben, la raison pour laquelle on n'a pas toutes les pins, ben, c'est qu'il y en a certains qui sont déjà reliés, comme par exemple sur le port USB qui est déjà connecté vers notre chip. Même chose pour certaines fonctionnalités comme le bouton Reset ou les broches d'alimentation, le cristal qui est ici, qu'on peut voir sur le coin. Il y a aussi des choses qu'on ne voit pas là, qui sont en dessous de la plaquette. Donc certaines broches qui sont déjà utilisées ailleurs. Donc on a 24 entrées-sorties qui sont accessibles, puis il y en a 4 qu'on va réserver pour le JTAG. Donc on vient de descendre, on est maintenant rendu à 20 entrées-sorties qu'on va avoir de disponibles pour nos montages. On a notre oscillateur 16 MHz qui est ici, comme je disais, on le voit, il est ici sur le côté. On a un régulateur 5 volts directement sur la plaquette. Naturellement, si on l'alimente à partir du port USB, ben, il va utiliser le 5 volts du port USB. Mais c'est aussi possible, on va voir sur les 34 pins qu'on a de disponibles, il y en a une, c'est VIN qu'on appelle, sur laquelle on peut rentrer une tension qui est supérieure à 5 volts, en fait 6,5 volts environ, qu'on doit fournir. Et ça nous permet d'utiliser le régulateur qui, lui, va nous donner un beau 5 volts. Il y a aussi un régulateur 3,3 volts, parce que dans certaines applications, ben, ça nous prend du 3,3 volts. Il y a certains radios, par exemple, des interfaces de communication, souvent qui ne sont pas capables de supporter le 5 volts. Nous, on va voir la radio qu'on va utiliser Bluetooth, elle est 3,3 volts, mais elle est capable de fonctionner en 5 volts sur certaines connexions. Donc, ce n'est pas un problème. On a 4 LED qui sont déjà disponibles. Donc, on a une verte qui
la verte L, donc, qui est une LED qui est directement reliée à une des broches. Donc, si vous vous souvenez, là, sur le Arduino Uno, quand vous opériez la pin D13, ben, vous étiez capable de faire allumer une LED qui était sur le montage directement. Bon, encore une fois, il y en a une, elle est située en haut, donc elle est super visible, qui permet de voir justement l'activité de cette broche-là. Il y a aussi des LED pour illustrer l'activité sur RX et TX qui sont ici, donc sur les broches de communication série. Et finalement, il y a une LED bleue qui est en dessous de la plaquette. Donc, quand il y a de l'alimentation, cette LED-là va allumer, puis ça nous fait un témoin comme quoi l'alimentation se rend sur notre plaquette. On a le bouton Reset qui est ici. On a le connecteur USB qui est en avant et un petit circuit d'isolation qui permet d'isoler le USB de notre microcontrôleur et vice-versa. Pour ce qui est des couleurs des LED, ben, ça se peut que ça varie parce que dans notre cas à nous, on utilise une version compatible dans le cours. Donc si je l'alimente, on peut voir que ben, la LED qui clignote, en fait, elle est verte sur le dessus, ce qui était le cas avant. On a encore une LED bleue en dessous, mais les LED de communication sont vertes. Là, on les a vues quand que le chip a démarré. On peut les voir clignoter, je pense, au démarrage. Si on regarde le schéma interne, donc ici on peut s'attarder un peu à l'intérieur de notre circuit. En haut à gauche, on a le circuit qui correspond au fond au pinout de notre plaquette. On va regarder ça sur une slide qui va suivre. Nous, on va regarder plus le circuit à l'interne, juste rapidement. Naturellement, c'est toutes des choses sur lesquelles on revient sporadiquement. Si on regarde au niveau du circuit, bien, ici, on a un petit détail. Donc, comme je vous disais tantôt, là, par rapport à la feuille de spécification, moi, on a l'avantage que l'information n'est pas proche. Donc, ici, on peut voir, ben, par exemple, il y a regroupé les broches pour PF7, PF6, PF5 et PF4 qu'on va relier à notre programmeur AVR JTAG, qui est réalisé avec un PIC-Kit. On va connecter sur notre montage. Puis donc ici, ce qui est illustré, donc nous naturellement on ne va pas utiliser le Arduino IDE, on va utiliser le Atmel Studio. Mais quand vous programmez dans Arduino IDE, par exemple pour allumer les LED, vous utilisez les informations comme par exemple D1 pour les numériques 1 pour allumer les LED, mettons TX et RX équivalentes. Ou comme on disait, la pin 13, si on la retrouve, donc la broche L, qui était sur IO13, donc qui permettait d'allumer la LED verte qui est sur le dessus. Dans notre cas à nous, ben, quand on va l'accéder par son nom direct. Donc on va utiliser parser bit 7 pour contrôler la LED. Donc, nous, on va tout le temps utiliser la nomenclature qui est à l'intérieur du microcontrôleur ici. C'est naturellement la nomenclature Arduino, nous on ne va pas vraiment l'utiliser. Mais on peut y faire référence des fois juste pour rappeler certains concepts que vous aviez déjà vus précédemment. Naturellement, au début, là, on fait une transition, puis éventuellement, on ne va plus du tout faire référence à l'Arduino IDE. Donc, on peut voir toutes les connexions. Ici, on a toute la part B qui est illustrée avec, comme on disait, SS, SCL, MOSI, MISO. Donc, c'est des choses qu'on va voir à l'hiver pour la communication SPI. On a la communication I2C qui est plus bas ici sur PD0 et PD1, donc SDA et SCL. On a aussi des pins qui peuvent déclencher des interruptions. On a aussi tous les convertisseurs, donc ADC, qu'on voit ici, tous ceux qui ont des numéros ADC. C'est des broches sur lesquelles on peut faire des lectures analogiques. Donc ADC12, ADC13 sont ici, ADC11. On a, bon, les autres ADC. ADC0, ADC1 sur PS0, PF1. Naturellement, eux ici, on ne pourra jamais les utiliser, le 4, 5, 6 et 7, étant donné qu'on va tout le temps utiliser le JTAG. On ne va pas pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Les OC0B, on va voir, mais ça, c'est des sorties pour les signaux PWM. Donc, ceux-là qui sont, on disait, on pouvait faire changer le duty cycle, donc la durée de l'impulsion haute à l'aide des circuits PWM. Donc, on va pouvoir utiliser ça dans certains contextes.
On a les broches de communication TX et RX qui sont ici, donc TXD1 et RXD1 qui sont ici. Donc ça, c'est ceux qu'on va utiliser pour la communication série. Bref, juste avec le schéma ici, on est quand même capable de deviner beaucoup les fonctionnalités qui sont disponibles, puis ça va être très pratique. Donc, si vous détaillez bien votre schéma un peu comme ils ont fait eux, ça va être beaucoup plus facile au niveau de la programmation. D'ailleurs, dans le premier laboratoire, vous allez devoir utiliser le schéma que je vous fournis, mais éventuellement, vous allez devoir faire votre propre schéma. Et naturellement, je vais exiger que vous identifiez les fonctionnalités qu'on va utiliser dans ces laboratoires-là. On a le petit connecteur 6 broches qui est visible sur le dessus, qui lui peut permettre de faire une autre sorte de connexion. Encore une fois, on pourrait le connecter avec notre PicKit 4, mais cette fois-ci, au lieu de le connecter en mode JTAG, on pourrait le connecter en mode SPI. Donc ici, on voit, c'est les broches de communication SPI qui nous permettent de faire le in-circuit programming. Donc, on peut aller programmer le code à l'intérieur sans sacrifier nos broches qui sont PF4 jusqu'à PF7 si on utilise ce mode de programmation-là. J'ai bien dit le mode de programmation, donc on ne peut pas faire de débogage avec cette part-là, puis c'est la raison pour laquelle nous, on ne va pas l'utiliser, et on va utiliser le JTAG à la place parce qu'on veut être capable de faire des points d'arrêt. On va voir tout ça plus tard, qui nous permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Des informations beaucoup plus pratiques que juste des petits messages qu'on envoie sur notre port USB ou notre port série. Alors finalement, on a la connexion. Ici, ce n'est pas un circuit intégré, mais c'est bien le connecteur USB qu'on voit avec un petit circuit de protection là, qui permet de limiter la puissance des impulsions qui vont être envoyées directement vers notre microcontrôleur. C'est standard de voir ce genre de protection-là. On a un petit fusible ici qui s'assure qu'on n'essaiera pas de tirer plus que 500 mA du port USB. Donc, dès qu'on va vouloir tirer plus que 500 mA, il va falloir passer avec une alimentation externe. Parlant d'alimentation externe, on peut voir, on a ici le V-in qui va s'en venir jusqu'à notre régulateur qui est ici, qui lui va fournir notre 5 volts régulé à la sortie. À la sortie, il s'en va en cascade vers un deuxième régulateur 3.3 volts qui est ici. On a aussi un petit circuit de sélection ici, bon, qui va s'assurer naturellement si on a une tension présente sur le USB, ben, s'assurer au fond que cette tension-là passe vers le 5 volts si il n'y a pas de VIN. Donc, s'il y a un VIN de présent, cette tension-là ne va pas pouvoir passer. Donc, le VUSB va être isolé pour s'assurer qu'on va prendre au fond le 5 volts régulé si jamais on a une tension suffisante de présente sur VIN. Dans des anciennes versions, là, des vieilles versions des Arduino, il fallait utiliser un cavalier. Donc, il fallait manuellement changer. Il fallait faire attention parce que des fois, si on les oubliait, on pouvait court-circuiter les alimentations. Dans ce cas-ci, on n'aura pas ce problème-là. Ça se fait tout seul. Donc, on a nos LED qui sont interfacés. Donc, le L, RX, TX, puis l'alimentation qui sont ici. De l'autre côté, ce qu'on peut voir, on a le bouton Reset qui est connecté à la broche Reset. Ensuite, on a notre oscillateur, notre cristal qui est relié aux broches du cristal. Et on a certains condensateurs là, qui sont obligatoires selon la feuille de spécification qui sont exigés là, pour justement être reliés à notre référence analogique ou sur le AVCC. C'est des condensateurs qui sont spécifiés et qui sont présents selon les spécifications. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir à l'intérieur de ce schéma-là? Non, je crois pas. Je pense qu'on a fait le tour. Et finalement, c'est pour emmener aussi à l'idée que cette représentation-là nous sera plus ou moins utile parce que si vous mettez sur les schémas, par exemple, A3, A2, A1 et A0, mais ça ne nous dit absolument pas quelle part de notre microcontrôleur doit être utilisée. Donc ici, en réalité, là, on a vu tantôt c'est le port F, puis là, des A, ça peut nous donner l'impression que c'est le port A, donc qui n'est pas du tout présent en plus sur notre microcontrôleur. Ici, on va dédier, donc, comme je disais, ces 4 broches-là
au JTAG. Puis on va le voir plus en détail dans la présentation sur le laboratoire, justement dans le premier laboratoire où on va déjà tout connecter notre JTAG pour être capable de programmer à distance. On ne va pas de débogage dans le premier laboratoire, mais on va faire de la programmation. C'est donc tout pour la présentation sur l'introduction des microcontrôleurs et microprocesseurs. Naturellement, c'est des concepts sur lesquels on va revenir de plus en plus. Et aujourd'hui, c'était juste un survol pour s'habituer et surtout pour vous présenter le matériel qu'on va utiliser dans les prochaines présentations et les laboratoires. À la prochaine!